la prédiction, d'abord, pose une question pour la génétique, celle de savoir si cette science serait en quelque sorte une forme de recyclage de l'oracle des temps anciens. Est-ce que l'on scrute dans l'ADN comme dans une boule de cristal? Est-ce qu'il y a une continuité entre la prédiction à l'époque ancienne et à l'époque contemporaine? Alors prédire, cela veut dire quoi? Ça veut dire avant, savoir ce qui va advenir. Alors comme vous le savez, beaucoup de prétendants dans les sociétés humaines, un peu dans toutes les civilisations d'ailleurs, ont répondu aux attentes du peuple inquiet de savoir qu'est-ce qu'il en sera demain. D'abord, dans la religion, ce sont surtout les prophètes. Par exemple, Isaïe est considéré par les chrétiens comme le prophète qui annonce la venue du Messie. Il sera né d'une vierge, etc. Mais le prophète est aussi en même temps un maître de sagesse. Il énonce des principes moraux, il donne des orientations, il écarte du mal. C'est plus qu'un simple devin. Du reste, il se démarque du devin parce que, d'une part, il s'en tient uniquement à un accès à des signes divins, une révélation divine, alors que le devin, lui, va s'appuyer sur des signes concrets, empiriques, les entrailles des animaux, des poulets sacrés, etc. Par ailleurs, le devin, parfois, et c'est tout particulièrement le cas de l'oracle, annonce une nécessité implacable, alors que le prophète, lui, il prédit, mais veut corriger les conduites du peuple, des individus, et donc on peut dire que le généticien ressemble un peu plus à un prophète qu'à un devin, parce qu'il prédit, mais pour pouvoir agir. Alors, je vais juste évoquer en passant l'oracle dans Oedipe-Roi, la célèbre tragédie de Sophocle présentée entre 420 et 460 avant Jésus-Christ, parce qu'il me semble que la thématique qui va nous retenir aujourd'hui est déjà en germe dans ce qui est arrivé d'après cette célèbre tragédie. Donc Laos et Jocaste, qui sont respectivement reine et roi de Thèbes, ont un enfant, et le père, donc Laos, veut savoir ce que deviendra son enfant. Et il va voir l'oracle, et l'oracle lui annonce une terrible nouvelle. Il épousera sa mère et avant, il tuera son père. Parricide redoutable et inceste. Bon, alors ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le père décide de remettre l'enfant au serviteur et lui demande d'aller dans la montagne, le suspendre par les pieds et le laisser dévorer par des bêtes sauvages. C'est-à-dire, il vaut mieux qu'il ne soit pas plutôt que d'accomplir ce destin épouvantable. Alors, n'est-ce pas là la question que nous nous posons aujourd'hui également? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que certaines vies humaines soient interrompues avant qu'il ne soit trop tard et qu'ils accomplissent un destin épouvantable? Alors d'ailleurs, quand, vous le savez, Oedipe va accomplir son destin, il se crève les yeux, sa mère se suicide, c'est vraiment atroce. Et on se dit, il aurait mieux valu ne pas être, au fond. Oui. Mais passons quelques siècles, si vous le voulez bien. D'abord, avant de quitter les anciens, je voudrais dire que toujours les oracles et puis ensuite les augures chez les Romains, mais en même temps tous les astrologues, les esprits extralucides, etc., c'est
auteurs inspirés, qui s'appuyaient soit sur des signes célestes, des météores, la foudre, le vol des oiseaux, le cri des oiseaux également. Enfin, je serais trop long si je voulais tout dire, je ne peux donner que quelques aperçus. Eh bien, tous ces êtres-là ont suscité en même temps de la méfiance, de la suspicion. Et dès l'époque de la Grèce antique, Protagoras est connu pour avoir dit cette phrase « Des dieux, je ne sais s'ils sont ou ils ne sont pas ». C'est ce qu'on a appelé l'agnosticisme de Protagoras. Je ne sais pas si les dieux existent, et du coup, évidemment, les messagers de Dieu, les interprètes des signes divins sont des imposteurs. Socrate et Platon sont également des figures emblématiques de ce qui va émerger à cette époque, le rationalisme, c'est-à-dire ce courant d'idées selon lequel, quand vous agissez, vous devez produire des justifications de votre action. Socrate va même jusqu'à demander à ses interlocuteurs qu'ils définissent les termes des phrases qu'ils prononcent. C'est un bouleversement. C'est ce que dira Nietzsche dans La naissance de la tragédie. Mais qu'est-ce que c'est que ce Socrate ? Alors que jadis, les individus étaient portés par leurs instincts belliqueux, leur spontanéité dominatrice, une insouciante volonté de puissance. Pour eux, se justifier, c'était s'abaisser. Et là, voilà un homme qui leur dit « Mais là, vous vous êtes contredit, c'est pas cohérent, justifiez-vous, mais comment vous savez que ceci va se produire ?» Et là, c'est l'avènement de la société occidentale, bien avant l'époque moderne. Platon, d'ailleurs, se méfie des poètes, et dans sa cité idéale, il les chasse. Pourquoi ? Parce que les poètes ont l'esprit farci de fantaisie, ils ont des illuminations et se prennent pour des prêtres alors que ce ne sont que des farceurs. Mais je vais enjamber quelques siècles, car il se fait tard et mon temps de parole se rétrécit. Ce qui est frappant à l'époque moderne, je parle du XIXe siècle, c'est que beaucoup d'auteurs pensent que la religion appartient au passé et que les prédictions, les hommes qui se prétendent supérieurs à la moyenne sont définitivement chassés par le progrès du savoir. C'est-à-dire que le savoir va libérer l'Occident de la superstition et de l'ignorance. Par exemple, Auguste Comte, qui est athée, qui est le fondateur du positivisme, considère que la théologie est un âge d'immaturité de l'intellect humain. Et il prévoit l'avènement d'un âge positif où les hommes seraient à l'école des sciences et voient dans la science une école de rigueur et d'humanité. Pas de salut en dehors de la science. À la même époque, Marx considère que, là encore, la religion, c'était l'opium du peuple et que, par une nécessité implacable, la société égalitaire, communiste, va advenir selon une loi que les marxistes appellent le matérialisme dialectique. Toujours dans cette même époque, de grande effervescence au XIXe siècle, il y a un certain nombre d'auteurs qui se montrent en quelque sorte annonciateurs aussi de mauvais augure comme Galton, par exemple Francis Galton, le naturalisme anglais, qui lui voit apparaître la dégénérescence de l'espèce humaine par l'effet de toutes sortes de facteurs culturels, et il prévoit, il appelle de ses voeux même la naissance d'une nouvelle science, une science de l'hérédité, qui permettra d'accomplir un programme qui est ce qu'il appelle en 1883 l'eugénisme.
les choses commencent à prendre forme. C'est-à-dire que l'on pourrait contrer un phénomène qu'il juge accablant, la décadence. C'est un discours qu'on trouve aussi chez Nietzsche. Les auteurs du XIXe siècle sont hantés par cette idée que la nature humaine est en train de se dégrader et qu'il y a une décadence dans l'histoire de l'humanité. Alors Galton donc, jette les bases de l'eugénisme. Il distingue un eugénisme négatif qui consiste à éliminer les êtres médiocres, ce qu'on appelait alors les tarés, et à promouvoir des êtres en bonne santé et performants. Et ce projet eugéniste sera prolongé par Davenport aux États-Unis, qui sera à l'origine de politiques de stérilisation, notamment pour toutes sortes de maladies génétiques qui changent en fonction des législations aux États-Unis. Cela peut être l'épilepsie, cela peut être la syphilis ou toutes sortes d'autres maladies génétiques. Les sourds, les aveugles, enfin empêcher, et les malades mentaux, bien sûr, empêcher ceux qui risquent de transmettre leurs mauvais gènes de se reproduire. Et puis la pointe, le parachèvement de cette logique de fascination pour la pureté génétique et la transformation humaine, c'est bien sûr les Lebensborn des Allemands du Troisième Reich, donc programme eugéniste d'élimination des malades mentaux, des centaines de milliers, dit-on, et des camps de rencontres où des jeunes femmes et des jeunes hommes de race aryenne vont être croisés pour donner naissance à une descendance aryenne. Alors, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, ce programme eugéniste est décrié, déclassé, abandonné. Du reste, la loi française, aujourd'hui, interdit, depuis 1994, l'organisation de la sélection des naissances. 20 ans de prison, une amende très considérable. Mais certains esprits se demandent si, malgré tout, la génétique n'a pas recyclé une certaine forme d'eugénisme, mais qui serait un eugénisme négatif. Et avec Dominique Stoppalione, en 2009, au Comité national d'éthique, nous avons eu la lourde tâche de réfléchir aux arguments de type moral qui pourraient conduire à pratiquer une interruption médicale de grossesse ou, pourquoi pas, une sélection des embryons par le biais du diagnostic préimplantatoire. Alors nous avons rechigné à parler d'eugénisme. Je vois qu'il y a d'ailleurs d'autres membres du comité d'éthique qui faisaient partie de l'aventure dans cette salle. L'eugénisme est un terme qui nous a mis un peu mal à l'aise parce que nous avons considéré que l'argument essentiel, c'est la compassion pour les couples et par esprit d'humanité, que si nous allions accepter une demande d'un couple de mettre un terme à la grossesse en raison d'une affection fétale grave et incurable, c'était vraiment non pas pour favoriser une race supérieure ou régénérer l'espèce humaine. On est tellement loin de cela que ça nous a paru inapproprié de parler d'eugénisme. Mais enfin, tout de même, l'important, c'est de savoir si cette vie humaine, embryonnaire ou fétale, mérite notre respect ou pas. Il est tout à fait important de se prononcer là-dessus. D'après la théologie inspirée de Tertullien, il est déjà un homme celui qui est appelé à le devenir, de sorte que l'être humain avant la naissance, cet être humain doit être respecté comme s'il était une véritable personne. Mais nous, au Comité national d'éthique, nous avions une doctrine qu'on a appelée la doctrine de la personne humaine potentielle.
C'est-à-dire qu'effectivement, une vie humaine mérite notre respect avant la naissance, mais c'est une personne humaine potentielle, c'est-à-dire elle n'est pas totalement achevée, elle ne le sera qu'à la naissance. C'est très important parce qu'il y a un dilemme éthique entre d'un côté la souffrance du couple, de l'autre l'être humain avant la naissance. Si on accorde le statut de personne humaine au fœtus ou à l'embryon, alors évidemment ce n'est pas possible de l'éliminer. On ne peut pas dire, écoutez, là, vos parents, votre famille souffrent, donc on va vous euthanasier. Ça paraît impensable. Donc il faut vraiment que cet être humain n'ait pas le statut d'une personne pour qu'on puisse trancher le dilemme en faveur du couple. Donc la compassion pour le couple, le fait que l'embryon, le fœtus, ne soit pas une personne humaine. Et puis il y a un troisième argument qui me ramène à Oedipe. Est-ce que l'embryon ou le fœtus veut naître, veut venir au monde, veut vivre? Alors le Comité national d'éthique n'a pas été jusqu'à poser cette question, mais philosophiquement, même si elle nous entraîne du côté de la métaphysique, je voudrais terminer mon exposé en abordant quelques points qui fait qu'on pourrait espérer que le fœtus ne nous en voudra pas trop si on pratique une interruption médicale de grossesse. Quelles pourraient être les raisons de ne pas vouloir être, que ça s'arrête avant que ça ne commence et que l'on connaisse un destin atroce comme Oedipe tout à l'heure? La première raison, c'est qu'on ne peut pas vouloir d'une vie qui serait jalonnée de souffrances intenses et permanentes. Imaginons qu'on ait des douleurs, des souffrances, que même la nuit on ne dort pas. Alors évidemment on ne peut pas le formaliser, mais de façon approximative, on peut se dire qu'une vie ne vaut pas la peine d'être vécue si elle s'accompagne de souffrances en quantité trop importante. Alors, cet argument peut justifier des interruptions de grossesse pour des maladies dont on a à l'esprit la nature, où l'enfant va développer une paralysie, des souffrances importantes, une agonie interminable. On se dit que cette souffrance fait qu'on va préférer le néant à l'être. Deuxième raison, c'est le sens de la vie. Nous ne pouvons pas vouloir d'une vie qui n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vie qui a du sens, schématiquement? Parce que les philosophes, dans ce qu'on appelle le courant de l'éthique des vertus, considèrent qu'une vie qui a du sens est une vie au cours de laquelle il y a une temporalité dynamique. C'est-à-dire que nous avons des facultés, des dispositions à l'état latent, et le sens de la vie consiste à les actualiser, à développer notre intelligence, notre mémoire, notre imagination, notre sensibilité esthétique, des interactions avec nos proches. Et voilà ce que c'est qu'une vie qui a du sens, une vie qui s'épanouit, qui actualise les potentialités dont nous sommes porteurs. Troisième postulat, j'appelle ça un postulat parce que ce ne sont pas des raisons à un postulat, c'est ce qu'on vous demande d'avoir la bonne volonté d'accepter. Troisième postulat métaphysique, eh bien, nous ne pouvons pas vouloir d'une vie qui obligerait autrui à un effort de surcompensation important. C'est-à-dire que si nous savons que nous allons venir au monde et que nos parents, notre famille vont devoir quelque part sacrifier leur vie pour nous aider, cela nous répugne et nous voyons une illustration de cet argument dans le fait que beaucoup de personnes handicapées, dépendantes ou très âgées se plaignent de ressentir ce sentiment d'être un poids pour leurs proches. Cela ne préjuge en rien de la réponse que nous, la société, réponse humaine que nous donnons. Je parle ici du témoignage de malaise, de réticence, de répugnance que nous avons à l'idée que les autres devraient passer leur vie à s'occuper de nous.
Et puis, un dernier postulat que nous avons un peu évoqué, par contre, dans l'avis du Comité national d'éthique, l'avis 107, c'est le fait qu'on a besoin de l'amour des parents. Et que si on vient au monde et qu'on n'est pas désiré, qu'on n'est pas accueilli, qu'on n'est pas reconnu, on va avoir du mal à se construire, on aura une piètre estime de nous-mêmes. Voilà donc des raisons pour lesquelles on pourrait considérer que le fœtus pourrait avoir des motifs de préférer le non-être à l'être. Vous voyez comment nous avons retrouvé Oedipe par la voie du diagnostic prénatal. Eh bien, écoutez, monsieur le président de séance, combien me reste-t-il ? 2 minutes. 2 minutes, le temps pour moi de conclure. Donc, Pascal, tu m'avais demandé prédiction, tentation, nécessité. Je répondrai à cette question que la science va susciter la tentation, mais elle ne dicte pas la décision. Pour interrompre une grossesse, pour faire du dépistage maternel, du sang maternel ou du diagnostic préimplantatoire, les connaissances scientifiques ne sont pas suffisantes. Elles doivent être parachevées par des raisons morales qui vont la concrétiser. J'ai essayé de montrer qu'il y avait des raisons morales, le fait que l'être humain, avant la naissance, n'est pas vraiment une personne, que nous devons exprimer notre fraternité, notre compassion pour les couples, et que l'enfant ne veut pas forcément vivre toute chose égale par ailleurs. Je terminerai toutefois par cette conclusion de sagesse que j'emprunte à Descartes. Nous sommes dans l'incertitude, nous ne savons pas si nous allons prendre la bonne décision, c'est vrai. Mais une fois que nous nous sommes décidés, alors notre décision va suivre un déroulement implacable. C'est-à-dire que l'on doit faire en situation d'incertitude comme si nous agissions en fonction de certitude une fois que nous avons pris la résolution. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.